Le système périodique est un ensemble de récits à composantes largement biographiques, regroupés en laps de temps, en momenti, 21 chapitres dont chacun porte le nom d'un élément chimique. Et cet ensemble, qui est paru effectivement en 75 en France, je crois, en fait, s'élabore sur une longue période, remontant probablement pour certains de ces récits, ainsi que nous l'apprenons de la biographie de Lévy écrite par Philippe Ménard, à 43, et donc avant même la détention, et dont l'articulation définitive s'échafaudera dans les années 70. La motivation explicite de ce texte est effectivement de montrer cette autre face de l'écrivain Lévy, qui est celle de son travail de chimiste. Mais on voit bien que d'abord, le texte va bien au-delà de cette motivation, tout d'abord parce que justement la chimie va être prétexte à exposer certains faits de la biographie, et même pas seulement de la biographie, mais également des origines, ainsi que nous le voyons dans le premier chapitre Argon, s'agissant d'un gaz inerte, un chapitre où Lévy parle de gaz inerte en général, métaphorisant en quelque sorte ce qu'il considère comme étant l'attitude de la communauté juive face à l'histoire. Alors on y a aussi, donc puisqu'on aborde les éléments référents à l'identité juive, on y a aussi ces passages très éclairants dans le chapitre qui s'intitule le zinc. On a parlé de pureté tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai décidé finalement de citer ces textes qui parlent d'impureté, puisque le zinc est un élément qui n'entre en réaction que moyennant certaines impuretés. Le zinc ne peut réagir avec les acides qu'en présence de certaines impuretés. Et à l'occasion de cette présentation de la façon dont fonctionne le zinc, Lévy va s'identifier à ces impuretés. Moi, je suis l'impureté qui fait réagir le zinc. Je suis le grain de sel et de séné. Donc l'impureté, en fait, se révèle être ce qui ce qui crée le dynamisme du monde, donc opposé à l'argon. Donc pour voir que ce n'est pas simplement l'inertie qui est du côté plutôt le judaïsme n'est pas uniquement du côté de l'inertie, il est aussi du côté de ce dynamisme venant de l'impureté. Voilà, l'impureté, mais oui, puisque c'était précisément au cours de ces mois que débutait la publication de la défense de la race, qu'on faisait de grands discours sur la pureté, et que moi, je commençais à être fière d'être impure. Je crois que, voilà, là, on a quelques passages forts de ce livre. Mais au-delà même de la question de la science et de la visée autobiographique, le livre porte, semble-t-il, pourrait être considéré comme un métatexte littéraire, car il érige la chimie en métaphore de l'écriture, et à ce titre donne, semble-t-il, des clés de lecture pour l'ensemble de l'œuvre. La chimie et l'écriture littéraire apparaissent comme deux modes de construction d'une lisibilité, d'une intelligibilité du monde. Nous avons il a déjà beaucoup été question de cette dimension aujourd'hui.
je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Donc ce besoin de transparence que Lévy qualifie lui-même à certains moments de tendance à la pédagogie, mais qui va sans doute au-delà, le pousse notamment à, je cite, « expliquer ma situation équivoque et ambiguë entre la chimie et la littérature ». Donc ce serait un des buts du système périodique. En réalité, l'adverbe « entre », tout comme l'adjectif « ambigu », est loin d'épuiser ce qui est plus qu'une situation, ce qui est un mode à la fois de cryptage et de décryptage, quelque chose comme un jeu de miroir entre deux langages qui se commentent et s'explicitent mutuellement, mais aussi jettent chacun un voile d'obscurité sur l'autre. Autrement dit, chacun de ces deux langages, donc la chimie d'une part, la littérature de l'autre, est une clé qui ouvre et qui ferme à la fois. Le laboratoire de chimie est en effet présenté par le narrateur du système périodique comme, je cite, le chemin le plus court pour celui qui cherche le pont, l'anneau manquant entre le monde de papier et le monde des choses. Fin de citation, c'est-à-dire comme le lieu où s'effectue la transmutation et la configuration du réel. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le chapitre Le Faire. Partant, la grandeur du tableau périodique de Mendeleïev se révèle avant tout dans sa capacité à ordonner et à aménager, dans l'espace de la connaissance, une place pour ce qui apparaît comme des cases vides, à superposer au monde troué des représentations celui continu de l'intellection. Nous savons par ailleurs que Lévy recherche justement une clarté et une cohérence dans la mise en récit des expériences qui se refusent précisément à la clarté et à la cohérence, récusant l'écriture obscure, celle d'un Celan par exemple, et de manière générale le tout mimétisme par rapport à ce réel lacunaire. À travers le système périodique, le monde s'expose dans sa cohésion et sa complétude comme structure et non comme inventaire ou ensemble de fragments. Il y va non seulement d'une maîtrise de la nature, mais également de celle de sa propre biographie qui se dessine donc, comme il a été dit, sur les pages du système périodique. La case vide est ainsi capturée et rendue lisible. Je cite, « Vaincre la matière, c'est la comprendre, et il est nécessaire de comprendre la matière pour comprendre l'univers et nous-mêmes. » Fin de citation, c'est en ces termes que Lévy décrit son projet, toujours dans le chapitre Le Faire. Ce point, Lévy l'explicite en 84 dans le dialogue qu'il mène avec le physicien Tullio Regge, où certaines répliques peuvent d'ailleurs servir à bien des égards d'un commentaire au système périodique. Alors, je cite donc un passage du dialogue. « Il devenait possible d'identifier les cases vides, donc avec le système, le tableau périodique, il devenait possible d'identifier les cases vides qui n'auraient pas dû l'être, puisque tout ce qui peut exister existe. » Presque 10 ans après l'apparition du système périodique, Lévy reprend ainsi et interprète certains de ses propos sur le système de Mendeleïev en des termes très proches de ceux du livre, tout en jetant un regard rétrospectif et détaché, voire critique, sur son utopie personnelle de l'ordonnancement du monde, utopie qui s'enracine dans l'enfance, comme s'il était conscient du fait que le langage qui porte le système périodique, élaboré de longue date, un langage où la chimie côtoie la poésie et la littérature, avait touché sa propre limite. Car la compréhension et la maîtrise de la matière du monde sont également l'enjeu principal de la poésie. Le système périodique de Mendeleïev, poursuit Primo Levi, était une poésie plus haute et plus solennelle que toutes les poésies digérées au lycée. À y bien regarder, elle possédait même les rimes. Sur ce point également, le dialogue avec Tullio Regge fournit une explication. Je cite, « Il est vrai que la rime est présente dans le tableau périodique.
Dans sa présentation graphique la plus courante, chaque ligne se termine en effet par la même syllabe entre guillemets, toujours composée d'un halogène ou d'un gaz rare. Cette analogie entre donc, le système périodique et la poésie fait dire à Primo Levi que Mendeleïev dut éprouver une émotion esthétique, poétique, lorsqu'il perçut que le chaos allait céder place à l'ordre. La chimie constitue donc un langage par lequel le monde s'organise et où l'être retrouve sa place, comme on a vu donc dans la citation à propos du vide, comblant les lacunes qui se présentent à nous. Le tableau de Mendeleïev est à ce titre une sorte de récit de la création qui fonde la cosmologie personnelle de Primo Levi et s'oppose au récit de la Genèse dont il est d'une certaine manière le substitut. Plus que cela, le langage de la chimie s'oppose par sa clarté à la langue biblique elle-même, que Lévi qualifie d'irrationnelle, toujours dans le même dialogue qui paradoxalement débute avec des considérations sur l'hébreu. Irrationnelle, elle l'est notamment parce que les voyelles, il faut les deviner, à l'opposé de la chimie dont l'écriture, comme on a vu, est vocalisée. Ce n'est donc pas un hasard si le premier chapitre du système périodique est consacré justement à la description d'une langue cryptée, celle de la communauté, celle qu'utilisait la communauté juive piémontaise, une langue qui possède, je cite, une merveilleuse force comique et dont Lévi dira plus tard, encore une fois, en 82, dès l'enfance, j'avais été intriguée, mais aussi attendrie par cette survivance pathétique de la langue biblique dans le langage familial et dialectal. Un plurilinguisme originel et familier dont on peut remarquer qu'il présente un contrepoint au plurilinguisme babélien et diabolique du camp. Dans le même entretien, Lévi confie à Tullio-Regge une des motivations qui ont présidé à ses études de chimie. Je cite, « J'étais hantée par un étrange sentiment. Je me croyais victime d'une sorte de complot universel. Je pensais que ma famille et l'école me cachaient quelque chose que je recherchais dans mes domaines de prédilection, la chimie et l'astronomie par exemple. » Une disposition d'esprit que Lévi lie à son romantisme, qui lui fait espérer découvrir la clé de l'univers et qui l'oppose à la religion. Le complot du monde ne peut être déjoué que par le savoir, basé sur l'étude de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, et non par la foi. Cette attitude romantique reposait sur l'idée d'un pourquoi des choses qu'il s'agit de comprendre. Je cite, « J'étais profondément romantique », donc il s'agit de la période de son adolescence, « J'étais profondément romantique et même dans la chimie, je m'intéressais essentiellement à l'aspect romantique, espérant repousser très loin les frontières du connu, découvrir la clé de l'univers, comprendre le pourquoi des choses, donc il perché delle cose. » En 84, en revenant sur ce projet, il en perçoit le caractère utopique. Je cite, « Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de pourquoi. C'est du moins mon sentiment. Mais à l'époque de l'adolescence, j'y croyais fermement. » À l'instar de l'univers du procès de Kafka, dont Lévi a réalisé la traduction en italien peu de temps avant de donner cet entretien, et qu'il qualifiera de livre terrifiant à ne pas mettre entre toutes les mains, le monde se révèle sans pourquoi, sans clé. Mais ce n'est pas au procès de Kafka que remonte ce constat, du moins pas uniquement. Manifestement, l'absence du pourquoi des choses nous renvoie au camp, ainsi que le suggère la fameuse formule « il n'y a pas de pourquoi ». Adesso so che non c'è il perché delle cose. Réplique exacte du célèbre Cain Warum. À la différence du mot allemand warum, perché en italien signifie à la fois la question et la réponse, et son absence balaie en même temps la possibilité de raison et celle de questionnement. On constate ainsi que l'idée de complot revient, non comme certitude, mais comme pure possibilité qui demeure là en attente de texte en texte. On la trouvera
à travers différents livres, sous une forme transposée et littéraire, notamment dans les nouvelles fantastiques, Histoire naturelle et Vices de forme. On pense notamment à cette histoire où, au 6e jour de la création, une commission se réunit pour débattre du projet Homme et envisage la création d'un homme-oiseau. L'oiseau intervient également dans le récit Papillon angélique. Ce sera un oiseau monstrueux, résultat d'une mutation provoquée par des savants allemands dans le but de perfectionner, dans une expérience qui vise à créer le surhomme. Donc l'idée de complot est perceptible aussi sous forme d'un Dieu méchant et incompréhensible qui décide du destin de l'homme, d'un Dieu absurde que Lévi évoque pour la réfuter, mais qui offre, elle aussi, en tant que construction intellectuelle, une variante de décryptage du monde à laquelle s'oppose justement la rationalité du chimiste. Ainsi, en 83, Primo Levi confie à Giuseppe Grieco « Il me vient l'idée que derrière cette énorme machinerie de l'univers, il y a bien un machiniste qui en règle le mouvement et qui l'a peut-être même inventé. Mais soyons très clairs, ce soupçon ne m'ôte pas de l'idée que ce machiniste, s'il existe, est indifférent aux affaires des hommes. Indifférence qui, on le sait, est payée de retour par celle de Lévi à l'égard de la religion et qui a trouvé pour lui une, je cite, douloureuse confirmation dans le Laguerre. De machinerie machiniste, macchinario machinista, il n'y a qu'un pas à la machination, machinazione. Le tableau de Mendeleïev apparaît ainsi comme un dispositif permettant de déjouer le complot, conjurer le vide apparent par l'ordre. C'est là un des enjeux principaux du livre. L'autre enjeu immédiatement corrélé à celui-ci est également de l'ordre de la mise en forme et de l'ordonnancement, non plus des éléments de la matière, mais de ceux de la vie. Il s'agit des éléments fictionnels dont Lévi ponctue son récit autobiographique, ou plutôt dont il se sert pour agencer ces derniers. Nous savons en effet que les séquences autobiographiques, ces moments, ainsi que les qualifie Lévi, sont insérés dans un dispositif narratif qui nécessite des articulations fictionnelles. Condensation et déplacement, changement de nom, attribution à tel ou tel personnage de traits et d'actes qui n'étaient pas les siens, l'ensemble du texte est une mosaïque qui vise un récit de soi tendu vers la maîtrise des choses, de la matière physique et de la matière verbale. Là encore, le témoignage de Tullio Regge permet de comprendre en partie l'attitude de Lévi dans les dernières années de sa vie face à cette fiction. Dans son avant-propos au dialogue, Tullio Regge relate en effet ses différentes rencontres avec Lévi et au gré de ces rencontres, le décryptage de la trame biographique auquel il se livre à partir du texte et notamment à partir du texte du système périodique, notamment à travers la rencontre de certains personnages décrits par Lévi. C'est manifestement Primo Levi lui-même qui induit cette façon de le lire, demandant à son lecteur de pratiquer une exégèse, impossible pourtant, en repérant des passerelles entre le vécu et la fiction. Une demande de cet ordre est formulée non seulement à l'égard du système périodique, mais par exemple à propos du métier des autres. Je cite Tullio Regge, « Il me défia de lui dire laquelle des nouvelles du livre était une œuvre de pure imagination ». Fin de citation. Ce qui dénote un jeu entre le monde des choses et le monde de papier. Un jeu commencé d'ailleurs par Tullio Regge de manière fort malhabile à propos du tatouage de Lévi. Il lui demande, c'est l'original, je suppose, à quoi Lévi répond, je cite, « Que croyez-vous donc ? Personne ne s'amuse à se faire faire de faux tatouages nazis ». Fin de citation.
Un jeu qui continue autour de décryptage par Tullio Regge sur la proposition de Lévy du complexe maillage autobiographique et fictionnel que présente le système périodique. Je cite : « J'essayais de deviner, mais échoué lamentablement et ne connaîtrait sans doute jamais de réponse. » On constate donc que l'important pour Lévy, ce n'est pas de révéler la clé de l'énigme, puisqu'il ne donne pas de réponse à la fin, mais d'enfermer son lecteur dans un tissu d'interprétation, de construire un monde à clé, mais dont la clé reste cachée. En extrapolant, on pourrait dire que l'ensemble de l'œuvre de Primo Levi, qui présente un va-et-vient permanent entre témoignage et fiction, révèle la recherche d'une structure qui se construit entre le pourquoi lancé aux choses et l'absence de pourquoi. Un monde dont le modèle serait le complot, que l'écrivain cherche à déjouer en l'endiguant par l'intelligibilité, mais qui cherche également à recréer par des cryptages complexes. Je cite Tullio Regge. « Il m'avoua qu'il avait aussi falsifié d'autres récits, en particulier celui, donc c'est Vanadium, du système périodique, en particulier celui où il parle d'un chimiste nazi qui avait été son chef dans le camp de concentration. » Alors, il s'agit donc du récit Vanadium, l'avant-dernier du système périodique, dont le personnage principal est Müller, l'un des chimistes de l'usine de Buna-Monowitz, sous les ordres duquel Lévy a travaillé et dont il rapporte 3 propos montrant que ce type ne se rend vraiment pas compte. Il s'agit en réalité du docteur Ferdinand Meyer que Lévy retrouve non pas au hasard d'un incident survenu à l'usine chimique où il travaille, comme c'est le cas dans le texte du système périodique, mais un hasard qui relèverait plutôt de la nécessité, parce qu'il a lui-même cherché à entrer en contact avec lui en lui adressant, si c'est un homme, par l'intermédiaire de Etty Schmidt-Mass. Il aura une lettre en réponse à propos de laquelle nous lisons dans Vanadium. Je cite : « Elle arriva le 2 mars 1967 sur un élégant papier en tête imprimé en caractères vaguement gothiques. C'était une lettre d'ouverture, brève et réservée. Oui, le Müller de Buna, c'était bien lui. Il avait lu mon livre, reconnu avec émotion les personnes et les lieux. Il était heureux de savoir que j'avais survécu. Il semblait bien que l'homme attendait quelque chose de moi. » Or, en réalité, cela semble être plutôt le contraire. C'est Lévy qui cherche à savoir si Meyer était au courant de l'extermination qui se déroulait pendant qu'il se trouvait à Monowitz. À ces questions, il ne recevra pas de réponse claire, uniquement des considérations vaseuses d'ordre général sur l'humain. Le récit Vanadium correspond à l'une des interrogations qui à un certain moment obsède Lévy et dont il sera question également dans Les naufragés et les rescapés, à savoir comprendre les Allemands. Visée sans laquelle le projet global d'apporter de l'intelligibilité au monde s'effondrerait. Or, cette compréhension est justement impossible. Une réponse claire et nette du docteur Müller relèverait de la fiction. Par une mise en abîme du dispositif fictionnel, Lévy imagine justement 2 variantes de la lettre qui mettraient fin à ces interrogations. Je cite : « À cet endroit de mon récit, si cette histoire était inventée, je n'aurais pu introduire que 2 types de lettres. L'une humble, chaleureuse, chrétienne d'Allemands rachetés, ou une réplique scélérate, orgueilleuse, glaciale, de nazis opiniâtres. Or, cette histoire n'est pas inventée, et la réalité est toujours plus complexe que l'invention. Moins soignée, plus grossière, moins ronde. Elle se situe rarement sur un seul plan. » Fin de citation. Il est impossible donc d'avoir une réponse tranchée, impossible de comprendre la façon dont les Allemands non impliqués directement dans le génocide ont cependant permis que celui-ci ait lieu. Alors, utilisant les armes de la fiction, Lévy pousse à l'absurde en faisant dire à Müller que si l'entreprise IG Farben employait des Juifs, c'est à la seule fin de les protéger et que toute l'usine de Buna-Monowitz, 8 km² d'établissements cyclopéens, avait été construite dans l'intention de protéger les Juifs et de contribuer à les faire survivre. Fin de citation. Affirmation que le narrateur qualifie de démente
et on ne saurait que tomber d'accord avec lui. Ainsi, la tentative d'élucidation échoue et la mort soudaine du chimiste allemand met fin au dialogue, ce qui correspond d'ailleurs à la réalité. Comprendre les Allemands s'avère impossible. Dans le système périodique, la fiction agit comme un laboratoire, lieu de la transformation des éléments, de la production des alliages, lieu à la fois de la construction de la complexité et de l'élucidation de cette complexité, puisque, nous l'avons vu dans cette affirmation paradoxale, la réalité est toujours plus complexe que l'invention, moins soignée, plus grossière, moins ronde. L'interaction de la littérature et de la chimie va dans le sens d'une plus grande clarté, mais elle introduit également de l'opacité. La manière dont les éléments du réel sont agencés donne à ce réel une dimension mythologique, reflet de ce que toute histoire humaine devient au regard de la destruction d'une communauté. Le camp étant un lieu où se racontaient des histoires, sans doute mythifiées, des histoires dont il était impossible de savoir si elles étaient vraies ou fausses, et dont Lévy dit, dans un texte intitulé, dans une contribution à un colloque intitulé « L'itinéraire d'un écrivain juif ». Le soir, nous nous les racontions... J'ai 2 minutes encore ou ça va ? C'est fini là, largement, mais allez-y. Bon, je termine très vite alors. Le soir, nous nous les racontions entre nous. Elles se sont déroulées en Norvège, en Italie, en Algérie, en Ukraine. Et elles sont simples et incompréhensibles comme les histoires de la Bible. Mais ne sont-elles pas à leur tour les histoires d'une nouvelle Bible ? Donc je vais couper la fin de mon exposé, mais pour terminer juste sur ce qui me paraît essentiel dans ce va-et-vient entre les différents textes, c'est que il apparaît que le récit fondateur de l'après-Auschwitz serait le récit d'Auschwitz. Et c'est peut-être ça, justement, l'échec de cette tentative de rationalisation et d'élucidation du monde. Merci.